En 2013, un pêcheur allemand pêchait avec 3 amis dans les eaux norvégiennes lorsqu'il a attrapé ce qu'il a cru être un sous-marin. On peut le comprendre. Le poisson a lutté pendant 1h30 avant d'être remonté à la surface. Mais lorsque les pêcheurs ont vu ce qu'ils avaient attrapé et sa taille, ils ont dû attacher une corde autour de sa queue et le remorquer jusqu'au rivage, car le poisson était trop gros pour tenir dans le bateau. Sur le rivage, le poisson fut examiné et pesé avec une grue. Il s'est avéré que c'était un flétan de l'Atlantique pesant 234 kg. Vous vous dites peut-être, et alors ? Eh bien, ce flétan de l'Atlantique, capturé par accident par un Allemand, va nous aider à révéler les secrets que les océans ont gardés pendant des millions d'années. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi l'océan est peuplé de créatures gigantesques. Quel poisson est un mauvais présage au Japon? Pourquoi les animaux détestent la terre ferme? Qui peut tromper l'évolution? Et bien d'autres choses passionnantes. C'est parti! S'il y a bien une chose que sait faire l'océan, c'est créer des animaux gigantesques. Le pêcheur allemand dont j'ai parlé au début en a attrapé un. Le flétan de l'Atlantique est le plus grand poisson plat du monde, ce qui n'est pas peu dire. Le plus grand flétan de l'Atlantique connu pesait 320 kg et mesurait 4,70 m de long. Ce poisson peut plonger jusqu'à 2000 mètres de profondeur et vivre jusqu'à 50 ans. À moins bien sûr de faire le bonheur d'un pêcheur. En moyenne, les flétans adultes mâles pèsent de 10 à 15 kg, parfois 25, voire 45 au maximum. Mais selon des infos trouvées sur internet, les flétans femelles pèsent parfois jusqu'à 250 kg. Mais comme c'est souvent le cas, des animaux apparentés peuvent être très différents les uns des autres. Par exemple, le flétan de l'Atlantique est apparenté à l'Imanda sakhalinensis, une sole. Mais on peut trouver cette dernière à une profondeur de 10 mètres. Elle peut descendre jusqu'à 360 mètres, mais c'est assez rare. Ce poisson mesure 21 cm de long et il peut très rarement atteindre 36 cm. Vous voyez la différence? Mais d'autres membres de la même famille sont encore plus petits. Tarphops oligolepis ne mesure que 4,5 cm de long et pèse 2 grammes. 2 grammes contre 320 kg. Vous trouvez pas ça bizarre? Ces poissons sont si similaires, ils sont presque identiques en termes d'évolution, mais leur différence de taille est étonnante. Pourtant, rien dans la nature n'arrive sans raison. Alors on doit pouvoir déterminer pourquoi ces poissons sont si différents. Commençons par le début. Les animaux marins grandissent plus vite. Récemment, on a dit dans une vidéo qu'il fallait 24 millions de générations pour qu'un animal de la taille d'une souris atteigne la taille d'un éléphant. Mais parmi tous les mammifères, les cétacés, au cas où vous l'auriez oublié, ce groupe comprend les baleines et les dauphins, sont les plus rapides en termes d'évolution. Il ne leur a fallu qu'environ 3 millions de générations pour multiplier leur taille par 1000. 3 millions de générations contre 24. Les cétacés ont été super rapides. Et cette différence est sans doute à mettre sur le compte du soutien apporté par l'eau, au sens littéral du terme. Vous avez sûrement remarqué que notre corps semble plus léger dans l'eau que sur Terre, surtout s'il s'agit d'eau de mer. Cette propriété semble avoir aidé les mammifères à grandir plus vite et à devenir plus gros, car c'est l'eau qui rend les baleines si grandes. Sur Terre, leurs organes s'effondreraient sous leur propre poids. Donc les cétacés ne risquent pas de retourner sur Terre. Pour ça, ils devraient perdre beaucoup de poids. Pourtant, si les baleines ou les dauphins voulaient vraiment rétrécir, ils pourraient le faire 30 fois plus vite qu'ils ne grandissent. En tout cas, c'est ce que les scientifiques postulent. Il y a 2 raisons à ça. Tout d'abord, grossir nécessite des changements au niveau du corps et des muscles, ce qui cause de nombreux problèmes. Pour les résoudre, il faut du temps et de nouveaux gènes, lesquels apparaissent après des millions de générations. Ensuite, tous les mammifères se développent à partir d'une seule cellule, et ils grandissent progressivement. Ça signifie que pour devenir plus petits, il leur suffit d'interrompre leur croissance. Il faut admettre que c'est beaucoup plus facile que d'inventer de nouveaux stratagèmes pour devenir plus grands. Mais la musaraigne commune a décidé que tous ces longs processus évolutifs qui nécessitent des millions de générations n'en valaient pas la peine. Elle aime pas non plus stocker de la nourriture pour l'hiver ou hiberner.
c'est-à-dire faire ce que font habituellement les autres petits animaux. La musaraigne a trouvé un autre moyen de survivre. Les petits naissent en été et ils atteignent très vite leur taille maximale. Mais ensuite, quand l'automne arrive, ils rétrécissent. Littéralement, les musaraignes deviennent plus petites et perdent environ 10 à 20% de leur poids. Et ça se limite pas à la masse musculaire et graisseuse. Tout rétrécit, y compris les organes internes. Même le cœur et le cerveau. Petit à petit, l'hiver s'achève et à partir de février, les musaraignes recommencent à grandir jusqu'à atteindre leur taille maximale au printemps. Enfin, leur cerveau, lui, ne grossit pas. Ça veut dire qu'il rétrécit un peu plus à chaque nouvel hiver? Honnêtement, je ne sais pas. Mais les musaraignes ne vivent que 30 mois, alors elles se rendent sans doute compte de rien. Mais le fait que les musaraignes deviennent plus petites en hiver est bizarre. À première vue, ça n'a aucun sens, car plus on est petit, plus on a besoin d'énergie pour survivre en hiver. Produire plus d'énergie nécessite plus de nourriture, et en hiver c'est un sérieux problème. Mais la musaraigne a réussi à tromper l'évolution. Elle consomme moins d'énergie après avoir rétréci, et les scientifiques ne comprennent pas comment c'est possible. Enfin, j'ai l'habitude que les scientifiques ne connaissent pas la cause de nombreuses choses importantes. Mais laissons les musaraignes tranquilles et revenons aux grosses créatures. On appelle ça le gigantisme abyssal, la tendance des créatures marines qui habitent les zones les plus profondes et les plus froides de l'océan à atteindre une taille colossale. Calmars, araignées de mer, vers et beaucoup d'autres espèces animales deviennent si grands qu'on pourrait en faire des cauchemars. Pour aller au fond des choses, jetons un coup d'œil à d'autres géants. Le régalec, un énorme poisson de la classe des poissons à nageoires rayonnées qui ressemble à un ruban avec des nageoires. On le trouve dans le monde entier. Il vit jusqu'à 1000 mètres de profondeur et il peut atteindre 8 mètres de long. Et il y a des témoignages non confirmés parlant de spécimens mesurant jusqu'à 11 mètres. Bien sûr, le plus souvent, sa taille se limite à un modeste 3 à 5 mètres. Mais c'est bien le régalec qui est mentionné dans le livre Guinness des records comme le plus long poisson osseux du monde. Plusieurs témoignages attestent de sa taille impressionnante. Vers 1885, des pêcheurs du Maine ont capturé un spécimen de 7,60 m de long. Et le 18 juillet 1963, une équipe de scientifiques d'un laboratoire marin a repéré un spécimen de 15,20 m de long au large des côtes du New Jersey. Comme toutes les créatures géantes, le régalec a aussi des cousins plus petits. Par exemple, les Veliferidae qui ne descendent pas à plus de 100 mètres de profondeur, contrairement à leurs cousins géants qu'on peut trouver à 1000 mètres. Les Veliferidae mesurent moins de 30 cm. C'est beaucoup moins que les autres membres de leur famille. Ils ressemblent à des poissons normaux de longueur normale, pas à des régalecs. Le régalec, lui, ressemble plutôt à un serpent de mer géant. On pense que ce poisson allongé est à l'origine des légendes sur ces créatures dont parlent différents peuples. Mais malgré sa taille effrayante et toutes sortes de mythes qui l'entourent, le régalec ne représente aucun danger pour l'homme. Il se nourrit de plancton. Il n'a même pas de dents à proprement parler. Tu parles d'un serpent de mer terrifiant. Il est même pas intéressant pour la pêche, car la chair du régalec est toute molle, ce qui n'est pas très appétissant, même pour les gens qui aiment les saveurs originales. Bien sûr, il y en a qui y ont goûté, mais ce poisson flasque et gluant n'a séduit personne. De notre côté, comme ça au moins il ne risque pas de disparaître. En même temps, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'espèce est peu connue. Les pêcheurs se contentent de rejeter les régalecs qu'ils attrapent par accident. Du coup, les scientifiques n'ont aucun spécimen à étudier. Le plus souvent, ils trouvent des régalecs qui ont été ramenés à la surface par des courants marins. En eau peu profonde, il est beaucoup plus difficile de trouver du krill dont se nourrit le régalec, et le vent aussi bien que les vagues peuvent blesser l'animal. Vous imaginez, se retrouver malgré soi dans un endroit sans nourriture, fouetté à mort par des vagues sans pouvoir rien y faire. Ainsi, moins l'eau est profonde, plus le danger est grand, et quand on trouve un régalec près du rivage, il est soit déjà mort, soit sur le point de mourir. C'est triste, mais véridique. J'ai oublié de mentionner un fait amusant à propos du régalec. Un mythe prétend qu'il est un signe avant-coureur de tremblement de terre. Si un régalec est observé au large des côtes du Japon, alors il faut s'attendre à une catastrophe.
Les scientifiques modernes considèrent que ça n'a aucun sens. Mais il y a quand même une certaine logique derrière tout ça. Les créatures abyssales pourraient être plus sensibles à l'activité tectonique. Les prochains géants sous-marins dont on va parler sont les isopodes géants. Attendez, quoi? C'est quoi cette chose qui ressemble à la fois à un crabe et à un tatou? Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Si c'est pas le cas, c'est pas surprenant, car l'océan regorge de créatures dont même les scientifiques ignorent tout. Il y en a un nombre incroyable. Mais comment c'est possible? En fait, il y a deux raisons à ça. Premièrement, l'océan est immense, et de nombreuses zones sont impossibles à atteindre. Trop profondes, trop froides, trop dangereuses, elles représentent un sérieux défi. Deuxièmement, la communauté scientifique est sacrément lente. Décrire de nouvelles espèces prend beaucoup de temps, c'est difficile, ça demande des compétences techniques, et on manque toujours d'experts. D'un autre côté, certains pêcheurs indigènes peuvent avoir connaissance d'animaux inconnus de la science depuis des générations, sans se douter que pour les scientifiques, il pourrait s'agir d'une découverte exceptionnelle. Cela dit, on n'arrête pas de décrire de nouvelles espèces. Sérieusement, les taxonomistes, c'est-à-dire les biologistes qui classent les organismes, sont très occupés. Par exemple, en 2020, on a décrit 359 nouvelles espèces de poissons, ainsi que de nombreux invertébrés océaniques. Les scientifiques décrivent une nouvelle espèce de requin ou un animal apparenté toutes les 2 semaines environ. Et c'est pas toujours des découvertes récentes. Il arrive que des échantillons attendent leur tour dans les archives pendant des années, voire des dizaines d'années, avant que leur tour n'arrive. Je sais même pas combien d'années il faudrait pour décrire tous les animaux de l'océan. Mais revenons à nos isopodes géants. En fait, il s'agit de crustacés qui sont des cousins très éloignés des crevettes et des crabes. Les isopodes géants préfèrent les eaux froides. On peut les trouver à une profondeur allant jusqu'à 2500 mètres, c'est le record. Tous les animaux ne peuvent pas atteindre cette profondeur. La longueur maximale de ces isopodes est de 50 cm, mais des témoignages parlent de spécimens de 76 cm. Enfin, il n'y a pas de preuves, mais ça me paraît possible. Les isopodes ordinaires mesurent 8 à 15 cm, tandis que ceux qui vivent dans des eaux profondes et froides relèvent du gigantisme abyssal. Et ils le vivent bien. Il n'y a pas beaucoup de nourriture dans les profondeurs, mais les isopodes géants peuvent passer des années sans manger. Ils sont pas pressés. Ils sont parfaitement adaptés à leur mode de vie. En fait, les isopodes géants sont des charognards qui mangent tout ce qui leur tombe dessus depuis les couches supérieures de l'océan. Quand on vit comme ça, on ne sait jamais si on pourra manger demain ou dans 5 ans. Alors si tout à coup, une grosse carcasse coule au fond de l'eau, les isopodes géants mangent sans s'arrêter. Ils mangent tellement qu'ils enflent et peuvent à peine se déplacer. Mais d'un autre côté, cette nourriture leur permet de tenir un bon moment. En fait, c'est des sortes de hamsters des profondeurs. Si vous vous demandez à quel point les isopodes géants sont voraces, écoutez ça. Une fois, des scientifiques ont lâché une carcasse de crocodile à une profondeur de 2000 mètres. Il a fallu moins d'1 journée aux isopodes pour pénétrer la peau épaisse et atteindre la chair. On ne sait pas exactement combien de temps il leur a fallu pour dévorer le crocodile, mais je suppose qu'ils y sont parvenus en quelques jours. Enfin, on en arrive à une question qui devait surgir tôt ou tard. Je vous ai dit ce qu'est le gigantisme abyssal. Mais comment les animaux peuvent atteindre cette taille? Il doit bien y avoir une raison, non? Selon les scientifiques, 4 facteurs entrent en jeu. Des températures basses. Peu de gens réalisent à quel point l'eau est froide dans l'océan. Bien sûr, tout dépend de la latitude, il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle. En ce qui concerne la profondeur, plus on s'enfonce, moins la lumière du soleil pénètre les couches d'eau. Moins de lumière, ça signifie des températures plus basses. La zone profonde, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à plus de 200 mètres sous la surface, est très froide. Sa température moyenne n'est que de 4 degrés Celsius et elle peut tomber à 0 degrés. L'eau y est plus dense et plus lourde, elle n'est pas affectée par les changements de saison. Elle est tout simplement là. Une épaisse couche froide où tout est stable. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la même température que l'eau de surface dans l'Antarctique. Une personne non entraînée peut survivre dans une telle eau pendant 10 à 15 minutes en fonction de divers facteurs, mais elle finira par mourir. On n'est tout simplement pas fait pour vivre dans de l'eau à une telle température.
mais les animaux ont inventé le gigantisme abyssal. Les scientifiques ont étudié ce phénomène et ils en ont conclu que l'abaissement de la température entraîne une augmentation de la taille des cellules et une augmentation de l'espérance de vie. En effet, c'est l'eau froide qui crée les conditions permettant aux animaux des profondeurs de devenir énormes. Le crabe araignée géant du Japon est l'exemple parfait de ce phénomène. Il ressemble à un monstre sorti de Star Wars. Do it. Parmi les 60 000 espèces de crustacés sur Terre, le crabe araignée géant du Japon est le plus grand, mesurant jusqu'à 3,81 m d'un bout à l'autre des pins savants. Il préfère vivre dans les eaux froides, jusqu'à 500 mètres de profondeur. Et il s'y sent bien. Sérieusement, l'espérance de vie du crabe araignée géant du Japon est de 100 ans, en moyenne. Bien entendu, une telle taille s'accompagne d'un poids élevé qui peut atteindre 20 kg. Vous pouvez sans doute imaginer à quel point les cousins du crabe araignée géant du Japon peuvent être petits. Naturellement, quand on est aussi grand et ridicule qu'un crabe araignée géant du Japon, on est forcément lent. Ce crabe ne chasse pas, il préfère fouiller dans les ordures. Et ça nous amène à un autre facteur qui cause le gigantisme abyssal. Le manque de nourriture. La majeure partie de la nourriture se trouve dans les eaux peu profondes, là où il fait chaud. Plus on s'enfonce, plus la nourriture se fait rare. Dans ces conditions, être grand est un atout. Les animaux plus gros peuvent parcourir de plus grandes distances à la recherche de nourriture. De plus, les créatures géantes ont un métabolisme très efficace, car c'est ainsi que fonctionne la biochimie. Il existe même la loi de Kleiber qui établit une relation entre le métabolisme et le poids corporel. C'est peut-être à cette loi que les musaraignes du début de la vidéo ont refusé d'obéir. En termes simples, on peut la décrire comme suit. Plus on est gros, plus notre métabolisme est efficace. Et quand il y a peu de nourriture, l'efficacité devient primordiale. Au fait, le facteur suivant découle du manque de nourriture. La sécurité. Comme je l'ai dit, la plupart des aliments se trouvent dans des eaux peu profondes, ce qui signifie aussi que c'est là qu'on est le plus susceptible de servir de proie à un prédateur. Peu importe notre espèce, il y aura toujours quelqu'un qui se fera un plaisir de nous manger. D'un point de vue évolutif, il n'y a aucune raison de vivre longtemps si on vit à la surface. C'est comme la régénération, qui nécessite beaucoup d'énergie et de ressources. Pourquoi faire, puisqu'on finira dévoré? Mais à mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs, on croise moins de prédateurs. C'est donc en partie grâce à l'absence de prédateurs dans les eaux profondes que les créatures géantes peuvent vivre si longtemps et devenir si grosses. La vie à de grandes profondeurs est très stable. Comme je l'ai dit, il n'y a même pas de changement de température saisonnier. Les tempêtes sont pas non plus un problème pour les créatures marines géantes. Vous vous souvenez que les régalecs meurent d'être battus par les vagues. Au fond de l'océan, c'est pas un problème. Il est maintenant temps d'évoquer une autre créature géante, et c'est une éponge. Comment faire pour que ce soit plus clair pour vous? Disons que si Bob l'éponge était ce genre d'éponge, il ressemblerait à ça. En fait, on trouve ces éponges dans tous les océans du monde. Elles peuvent vivre à n'importe quelle profondeur, mais parfois elles atteignent une taille incroyable. Non loin d'Hawaï, à 2134 mètres de profondeur, on a trouvé une éponge de 3,50 m sur 2,10 m. Oui, c'est comme un minibus, mais dans l'eau et spongieux. Les plus petites éponges ne font que quelques millimètres à quelques centimètres. Mais c'est pas le sujet, et cette éponge géante, qui est également très ancienne, est bien plus intéressante. Quand je dis très ancienne, je veux dire qu'elle pourrait avoir 2300 ans, ou même plus. En tout cas, c'est ce qu'estiment les scientifiques qui étudient les grandes éponges vivant en eau peu profonde. Mais j'en ai pas terminé avec les facteurs qui peuvent causer le gigantisme abyssal. Et le prochain est l'oxygène. C'est parfaitement logique. On peut pas devenir grand si on respire mal. En 1999, les scientifiques ont prouvé que la taille maximale potentielle d'un organisme est directement liée
à l'augmentation du niveau d'oxygène dissous dans l'eau profonde. Plus on descend, plus la solubilité de l'oxygène est grande, et les grands organismes peuvent, disons, respirer plus profondément. Mais il n'y a pas que ça. Les animaux des grandes profondeurs utilisent l'oxygène très lentement. L'eau froide ralentit leur métabolisme, mais il ne manque jamais d'oxygène. Ces animaux n'ont pas besoin de l'économiser, ils grandissent sans craindre le manque d'oxygène. Vous savez déjà qu'un environnement froid aide les animaux à devenir grands. Mais j'ai une preuve supplémentaire de cette théorie. Ou plutôt, un continent entier et les eaux qui l'entourent. Avant de rencontrer des géants des profondeurs ailleurs dans les océans du monde, on en a trouvé près du pôle Sud. Oui, en Antarctique, les énormes créatures marines n'ont pas besoin d'aller dans les profondeurs, là où même nos appareils les plus perfectionnés ne peuvent se rendre. Là, on peut observer des créatures gigantesques près de la surface. Les eaux peu profondes abritent des limaces de mer, éponges, vers et araignées de mer géants, et même des organismes unicellulaires géants. Vous imaginez une énorme cellule? Ça existe en Antarctique. Tous ces organismes vivent à portée de la main. Enfin, à environ 9 mètres de profondeur. Comparez ça aux milliers de mètres dont on a parlé avant. L'Antarctique rend les choses simples. Du moins aussi simple que peut l'être la vie dans un environnement aussi froid. Et puisqu'on parle à nouveau des eaux de l'Antarctique, souvenons-nous du calmar colossal. Ce géant se sent très à l'aise même à 2000 mètres de profondeur, mais en général c'est les ados calmars qui y traînent. Les adultes préfèrent ne pas nager si profondément et rester autour de 700 mètres sous la surface. Des cousins plus petits du calmar colossal vivent dans des eaux peu profondes quelque part près des récifs des Bahamas. Et bien sûr, ils diffèrent par leur taille. Le calmar colossal est environ 14 fois plus long que l'encorné Minami de Nouvelle-Zélande. Il suffit de voir ce monstre à côté d'une baleine pour comprendre à quel point il est énorme. En général, les calmars géants sont pas très différents de leurs homologues plus petits. Ils possèdent les mêmes parties du corps, notamment un bec, des tentacules et des yeux. Mais ils ont quelques avantages qui sont essentiels quand on est aussi grand. Par exemple, des ventouses dentelées pour capturer les grosses proies, et des yeux incroyablement grands. Mais on a récemment publié une vidéo à ce sujet. Jetez-y un coup d'œil si c'est pas déjà fait. J'y parle du calmar géant plus en détail. Peut-on tirer des conclusions de tous ces raisonnements? Lequel de ces facteurs affecte le plus les animaux, les transformant en géants des profondeurs? Eh bien, si on demande aux scientifiques, devinez. Exactement, les scientifiques ne sont sûrs de rien. Personne n'a encore compris comment fonctionnent les mécanismes évolutifs qui conduisent à une forte augmentation de la taille. Ça se produit, un point c'est tout. Ok, laissons à la science un peu plus de temps. Personnellement, je pense que les facteurs clés sont une température basse, elle permet aux créatures de ralentir leur métabolisme, et une grande quantité d'oxygène, qui permet une croissance cellulaire illimitée. Je pense que rien d'autre n'est nécessaire, le reste n'étant que du bonus. Vous en pensez quoi? Au fait, je viens de trouver un autre argument à l'appui de ma théorie. Les dinosaures. Les premiers dinosaures étaient assez petits, mais il s'est ensuite produit une forte augmentation du taux d'oxygène dans l'atmosphère, de 15 à 19%. D'après les scientifiques, c'est l'augmentation du niveau d'oxygène qui a permis aux dinosaures de grandir suffisamment pour devenir des sauropodes géants. Du moins, c'était certainement l'un des facteurs. A plus,